Ça passe toujours pas la grenouille. J'en parlais un petit peu de ça, mais avant de commencer, bon, j'aimerais dire que de base, je voulais faire ça avec la webcam de mon ordinateur, mais il y a quelques petits soucis de bruit à cause de la chaleur, donc je préfère faire ça sur cette caméra, quitte à avoir quelques flous. J'espère qu'il n'y en aura pas, on verra, on verra. Et aussi, juste... Vraiment, je fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre des gens qui me commentent une fois de plus, mais étant donné que j'avais déjà fait cette petite mise au point dans une autre réac avant, j'ai le sentiment que je suis un petit peu obligé de la répéter parce qu'on m'a fait pas mal de remarques sur le fait que tu verras, tu auras la réponse à ci ou ça. Mec, quand je pose une question, quand je me demande ce qui se passe, si on va avoir la solution à quelque chose, ce n'est pas une critique que je fais. Ce n'est pas une complainte automatique. Ça veut juste dire que pour l'instant, il y a des questions qui sont en suspens. Hein. Il y a des fois, oui, si j'ai un ton vraiment irrité, parce que c'est quelque chose qui a besoin, qui mérite d'avoir une réponse assez rapide, je peux comprendre qu'on voit ça comme une critique. C'est logique, c'est une critique, mais quand c'est pas le cas, c'est pas automatiquement une critique. Donc, ne le prenez pas comme tu vas voir, ça va être répondu. Hein, c'est bon déjà. Et aussi, oui, ceux qui en sont au stade de donner la réponse directement, quoi. C'est un peu irritant, ça aussi. Vous voulez faire une petite partie spoiler en indiquant que c'est du spoiler si ça vous fait plaisir, mais venez pas me balancer les réponses comme ça alors que la série les donne. En particulier sur un point qui est clarifié dans cet épisode-là. C'est un tout petit peu ennuyeux de voir ça. Je veux dire, c'est le principe d'une réaction à chaud. Je ne sais pas ce qui va se passer, je découvre au fur et à mesure, donc il y a des questions qui vont avec. Si vous n'aimez pas ce genre d'approche, je suis désolé, tant pis pour vous, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est pas en me donnant les réponses rapidement comme ça que je vais changer ma façon de voir les choses, hein, je vous le dis clairement. Hein, donc, c'est juste pour vous dire. Je fais avec ces commentaires, mais ça commence à être un tout petit peu ennuyeux. Voilà. Donc, cet épisode commence sur notre groupe qui est en train de dormir à la belle étoile. Et Valoum, il me semble, donc le soldat que Amaya a envoyé les surveiller, qui attaque de matinée notre elfe de la pleine lune, Rayla. Et ça se passe plutôt bien pour Rayla, elle se défend, bon il y a un petit peu de combat, le combat est pas trop mal, le combat est plutôt cool pour le peu de temps qu'on voit, et surtout les échanges qui vont avec, c'est-à-dire que du point de vue du gars, évidemment, elle les maintient otages, alors que elle le fait comprendre et qu'au bout du compte il y a quelque chose entre eux, ce qui est un petit peu bizarre, parce que ça renvoie à quelque chose de très différent de la première impression qu'ils ont faite lorsqu'ils se sont barrés face aux soldats, mais bon. Et c'est là qu'il lui renvoie que le roi est mort et que ton chef a fait en sorte de le tuer. Donc, de leur point de vue, ils pensent que c'est bien entendu leur chef. Je ne suis pas encore sûr à 100% de qui a tué véritablement le roi, mais je suis sûr qu'on aura la réponse précise plus tard. C'est pas la peine de me le dire en commentaire. Voilà, il y a ces petites accusations. Est-ce que ils auraient vraiment une si haute opinion que toi, d'après ce que tu me dis, s'ils savaient tout ce qu'il y avait à savoir, hein, le fait que ton supérieur a tué le roi, et de trois autres petits trucs. Et ouais, là un petit peu cette culpabilité qui va être mise en place alors qu'elle se sera défait du gars et forcera un petit peu Callum et Ezran à la suivre. Tandis que dans toute cette période-là, où ils vont devoir un petit peu prendre des chemins plus escarpés pour éviter toute rencontre, elle ne dit pas tout de suite, ce qui commence à agacer un petit peu Callum, parce qu'il la soupçonne un peu à raison de leur cacher des trucs, alors qu'il a un rêve coquin un tout petit peu étrange, où il parle de beurre de cacahuète par rapport clairement à une fille, et donc il fait passer ça pour une histoire de sandwich à son petit frère qu'il a écouté parler dans son sommeil, et c'est un sandwich, c'est un sandwich. Quand tu seras grand, on pourra parler de sandwich entre nous. Donc, voilà, c'est pas juste une histoire de fille, c'est une histoire de petits trucs un peu plus coquins, je pense. Ce genre de petite référence un petit peu marrante, j'avoue. Oui. Il y a encore, je pense, cette attirance de Callum envers Claudia qui est affichée parce que je pense pas qu'il soit attiré par Rayla, en tout cas pas tout de suite, on verra. Je sais pas s'ils vont finir en couple ou pas, c'est le suspense. Ne me le dites pas, s'il vous plaît, hein, c'est des petites réflexions comme ça. Donc,
Va y avoir surtout cette petite tension dans le groupe qui n'a pas été des masses appuyées dans l'épisode précédent, mais dans l'épisode d'avant, l'épisode précédent, oui, ça alterne un petit peu, ce qui est un tout petit peu ennuyeux en fait. Et au bout d'un moment, il va y avoir une petite dispute assez vocale entre Callum et Rayla sur les décisions à prendre, le fait qu'on ne se fasse pas totalement confiance tout de suite, notamment sur le fait de confier l'œuf à Rayla. Alors qu'elle pourrait le prendre de force si elle voulait, mais il y a vraiment ce petit clash qui se fait, alors qu'ils sont face à une montagne enneigée et qu'ils manquent de provoquer une avalanche. Et ça fait partie des trucs que je trouve un peu grossier dans la mise en scène. Je trouve que l'humour, une fois de plus, est majoritairement réussi, mais il y a des petits moments comme ça que je trouve vraiment gros, quoi. C'est-à-dire, voilà, ils se rendent compte, grâce à Ezran, à la dernière seconde, qu'il faut éviter de trop parler fort, parce que sinon ça va tout faire tomber, il vaut mieux éviter ça. Et qu'est-ce qui finit d'achever ça? Parce que bien entendu, l'avalanche se déclenche. C'est Batrapat qui fait un bon gros row, parce qu'il a bien mangé juste avant. Ça aurait été plus logique, si vous vouliez partir là-dessus, de faire en sorte que leur dispute aille jusqu'au bout et déclenche l'avalanche plutôt que ça, quoi. Pourquoi partir sur un espèce de gag bas de plafond? Et c'est ça le problème, au bout du compte, que j'ai avec Batrapat, globalement, c'est que, déjà, je trouve que, d'un point de vue design, il casse pas la baraque, on essaie de jouer sur le côté un peu batracien, couleurs qui changent, etc. Mais voilà, il a une tête un peu coconne, quoi, pour moi. Mais surtout, il sert de gros gags, pas subtils, pas fins. Et c'était plus que ça, les animaux de compagnie dans Avatar, si je dois faire le parallèle qui me paraît un petit peu évident. Appa, c'était plus qu'un gros bison bien douillet, c'était un atout vital dans le groupe qui représente beaucoup pour l'histoire de Aang, quoi. C'est vraiment la seule autre personne en dehors de lui à avoir traversé le temps. C'est la seule personne de son enfance avant ses 12 ans, avant d'être congelé, qui a survécu avec lui. Donc c'est super important. Et Momo, là aussi, il y a une certaine signification dans le fait que c'est un rescapé de l'endroit où il a vécu, et même si on joue plus sur le côté mignon animal volant, ben je trouve qu'en termes de design c'est beaucoup plus mignon et on fait pas des gags trop stupides autour de lui. Ça passait un petit peu mieux, quoi. Un Momo, c'est pas aussi impactant qu'Appa, mais voilà, ce sont deux animaux de compagnie mignons, faits pour les peluches peut-être à un certain degré, mais qui apportent beaucoup à l'intrigue et qui ont beaucoup de signification. Et à part le fait que Ezran est attaché à son animal de compagnie parce que voilà, il faut qu'il en ait un, je vois pas de grande signification à ce machin, quoi. Et si vous faites de l'humour comme ça régulièrement autour de lui, il va être un petit peu lourd. Je le pense sincèrement. Il va pas trop me plaire, Batrapat. Je tiens à le préciser. En tout cas, voilà, ils sont pris dans cette avalanche. Il y a Callum qui se dit, tiens, je vais utiliser le seul sort que je connaisse, enfin, le seul des deux sorts que je connaisse pour essayer de calmer la tempête avec le vent. Il y arrive un petit peu, ce qui fait qu'ils sont pas trop ensevelis, mais un tout petit peu quand même, et ils se retrouvent pris sous de la glace délicate, où il ne fait pas bon de marcher avec trop de poids, et donc lorsque Ezran veut récupérer l'œuf qui lui a échappé, et ben ça commence à se craquer un tout petit peu, et on essaye de faire passer le poids délicatement pour éviter qu'il ne tombe à l'eau, mais au moment où Rayla va se voir confier l'œuf parce que Callum reconnaît qu'il a été un petit peu vache avec elle et qui veut lui faire confiance malgré tout. Elle ne peut pas supporter d'avoir tous ces secrets sur la conscience et décide de leur avouer tout. Alors qu'ils sont en situation de vie ou de mort. T'as pas choisi ton meilleur moment, ma grande, quoi. T'aurais pu attendre après coup, hein. On fait la blague là-dessus. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux mis en scène là aussi, je vous le cache pas. Mais bon, elle finit par leur avouer qu'elle a passé un pacte et que cette espèce de bracelet se resserre de plus en plus sur sa main jusqu'à la couper tant qu'elle n'aura pas tué Ezran. Et elle ne compte pas le faire, hein, c'est pour ça qu'elle subit un petit peu ça et que sa main commence à devenir de plus en plus exsangue. Ça devient plus difficile, elle a très mal et ça l'amoindrit un petit peu. Je me demande si vous aurez l'audace d'aller jusqu'au bout et de faire en sorte qu'elle se retrouve avec une main en moins, ce serait assez osé.
On verra, on verra comment vous traiterez ça par la suite. Mais voilà, elle finit par leur avouer ça. Et elle se dit, tant qu'à faire, oui, il y a un dernier truc qu'il faut que je vous dise. Et le roi est... Mais pour regarder un petit peu de drame pour la suite, Kaloum lui dit, ok, stop, faut vraiment qu'on te passe l'œuf, sinon on va tomber dans l'eau là, hein, s'il te plaît. Donc il lui balance l'œuf, petit problème, la main va plus très bien. À cause de ça, l'œuf est lâché, il tombe dans l'eau. Il y a Ezran qui se dit, ok, je vais le chercher moi-même, c'est très important, donc il hésite à y aller, Callum, mais elle l'empêche de le suivre parce qu'elle veut lui faire confiance, parce que oui, il sait super bien nager, le truc qui aurait pu être un tout petit peu mieux appuyé dans l'épisode précédent, quoi. Il nageait correctement sans plus, ça aurait été cool de dire que voilà, c'est un nageur hors pair qui se débrouille très bien, de fait, quoi, lorsqu'il se jette à l'eau, il y a une certaine confiance qui se met en place. Parce que là, pourquoi il s'en sortirait forcément? Parce que je suis sûr qu'on peut lui faire confiance. Bon, elle lui fait confiance, elle joue sur le fait qu'elle est liée un petit peu à lui par son bracelet c'est pas d'effet donc il est vivant, elle peut faire en sorte de l'aider, lorsqu'il remonte il n'est pas exactement au même endroit donc il est sauvé de justesse, etc. Les effets dramatiques sont globalement réussis et ça se termine sur un micro cliffhanger avec l'œuf qui ne brille plus. Apparemment le fait d'avoir été plongé sous l'eau glacée, ça l'a pas trop aidé. Semble-t-il, hein, donc il y a un petit problème, peut-être qu'il a besoin d'être réchauffé et c'était pas le bon coin où aller. Enfin bon, on verra l'épisode suivant ça. Donc cette partie-là a été bien malgré des grossièretés, je vous redis, la gestion de Batrapat, j'ai du mal. Je ne trouve pas qu'il apporte quoi que ce soit à l'intrigue pour l'instant. Son délire de je peux luire et aveugler les gens, c'est la seule contribution qu'il apporte. C'est la seule chose que je peux lui avouer. Ça au moins, il y a ça. Mais sans ça, je veux dire, ce personnage n'apporterait que dalle en termes d'ambiance, en termes d'écriture ou quoi que ce soit. Donc, heureusement qu'il y a ces petits moments-là, quoi. Mais c'est pas grand-chose. Ces trucs-là, c'est un peu gênant. Tandis qu'il y a une intrigue secondaire où on met en place l'expédition et qui va partir à la recherche des princes. Parce que ils prennent leur temps, et c'est ça que je trouve un peu bizarre, quoi. Je veux dire, ça fait un petit moment qu'ils sont sur la route, on avait déjà dit l'épisode précédent qu'ils s'apprêtaient à partir à leur recherche, et ça fait plus d'un jour, un truc comme ça, ils sont toujours pas partis. Voyons, vous prenez votre temps, hein, surtout de la part de Soren qui a conscience quand même que c'est important, les gens aussi, et il vous dit, tu vois, l'expédition elle peut pas se faire comme ça en 30 minutes, on va prendre 2-3 jours pour se préparer, un petit peu gros je trouve, hein. Enfin bref. Il y a Soren qui a une petite réunion en privé avec son père qui lui dit, ok mon gars, il est impératif que tu reviennes en disant que les princes sont morts. Il a un peu de mal, Soren, parce que bon, c'est pas la personne la plus affûtée qui soit. Il lui explique que s'ils prennent la tête du pays, ça va être le bordel et les ennemis auront clairement l'avantage. Il faut quelqu'un qui soit capable de prendre des décisions plus fortes, plus réfléchies. Et il comprend un petit peu Soren, on sent qu'il s'est un petit peu fait manipuler régulièrement par son père dans ces considérations-là, même s'il a un petit peu de mal à accepter le fait que si jamais il les retrouve et qu'ils ne sont pas morts, eh ben il va devoir faire quelque chose pour ça. On le fait avoir pas mal de doutes, se dire hey, je voudrais que j'obéisse à mon père mais je suis pas sûr. Il va y avoir la même chose avec Claudia en fait, il va avoir également une petite discussion avec sa fille en lui disant qu'il est impératif qu'elle récupère l'œuf et que tout doit être mis au second plan par rapport à ça. L'œuf est prioritaire sur tout. Il finit même par dire même sur la vie de Soren. Carrément quoi. Bon, on le fait douter un petit peu parce que on sent une fois de plus de son point de vue, il pense faire ce qui est juste. Donc pour lui avoir les moyens quitte à sacrifier autant, je suis prêt à l'accepter. Mais voilà, c'est un truc que j'apprécie chez cet antagoniste. Et ouais, Soren et Claudia acquiescent sans être particulièrement enchantés à l'idée de ce qu'il leur a dit. Et ils n'osent pas se dire exactement l'un comme l'autre ce que leur père leur a dit. C'est
c'est assez puissant ça. L'humour qu'on essaye d'appuyer autour de ça, je trouve qu'il aurait pu être un chouïa mieux appuyé, mais globalement il était plutôt marrant. Claudia, je la trouve drôle, hein, sincèrement, je la trouve particulièrement drôle avec son petit caractère, celle-là. J'espère qu'elle durera un petit moment. Ouais, je trouve que vous illustrez plutôt bien ces deux jeunes qui sont pris, je le pense, ça se sent depuis le début dans les ambitions de leur père, mais qui ont quand même leur morale pour eux à un certain degré et qui luttent pour savoir ce qui est juste ou pas malgré le conditionnement plus ou moins qu'ils ont eu depuis leur plus jeune âge. C'est intéressant ça, ce qu'on met en place dans cet épisode autour de ces deux-là. C'est clairement pas des antagonistes complètement noirs ou quoi que ce soit, il y a pas mal de nuances de gris autour d'eux, et ça se termine de leur côté alors qu'ils s'apprêtent à partir en expédition. À nouveau, il leur a fallu le temps. Cet épisode était bien, vraiment, j'ai bien aimé, en dépit des grossièretés, comme je l'ai dit, et ça fait progresser pas mal de nos personnages centraux dans leur relation, ce que j'aime beaucoup aussi. J'espère que ça poursuivra sur cette voie-là. À bientôt pour l'épisode 7. Bye!